Bonjour à tous, bienvenue dans la 38e émission du Journal débridé. Aujourd'hui, je me trouve à Nankin, situé à environ 300 km au nord-ouest de Shanghai. Nankin, ou Nanjing en chinois, est une ville historique et culturelle majeure en Chine, car elle est, entre autres, une des plus anciennes villes de la Chine du Sud. Elle a été la capitale de la Chine pour 6 dynasties et pendant plus de 500 ans. Aujourd'hui, capitale de la province du Jiangsu, elle compte plus de 8 millions d'habitants. Allez, je vous emmène découvrir quelques endroits incontournables. Le lac Xuanwu est situé au cœur de la ville et offre un cadre paisible pour se promener, faire du vélo ou faire du bateau. Il est entouré de parcs, de jardins et de monuments historiques. La muraille de Nankin est l'une des plus anciennes et des mieux préservées de Chine. Elle entoure le centre historique de la ville et offre des vues panoramiques sur les environs. Le temple Timing, littéralement champ du coq, a été construit pour la première fois en 527 et a été détruit et reconstruit à plusieurs reprises. C'est un temple bouddhiste renommé, l'un des temples les plus anciens de Nankin. Ça vous a plu? Allez, on commence tout de suite avec les actus de Chine. Année du dragon, encore plus d'innovation. Chacun a sa façon de célébrer l'année du dragon qui a débuté en février. Par exemple, saurez-vous dire lesquelles de ces photos sont vraies? L'IRAE a encore de bons tours à nous jouer. En tout cas, cela donne envie de manger des fruits. Un vrai spectacle pour les yeux. C'est celui qui a été proposé à Shanghai au Jardin U avec des animations exceptionnelles. Oubliez le thé, les Chinois. D'ailleurs, moi aussi, sont accros au café. Et ce mois-ci, nous avons le choix dans la nouveauté. Du café servi dans une feuille de lotus à Yiwu ou bien du café au porc chez Starbucks. Non, vous ne rêvez pas? Après le café au Maoté de Luckin Café, ils ne savent plus quoi inventer. Lequel des deux vous fait le plus envie? Le café au porc a l'avantage de faire office de boisson protéinée. Mais personnellement, je pencherais pour la feuille de lotus. Ça a l'air plus rafraîchissant. Et vous pouvez également jouer au Go dans les Starbucks. Et oui, c'est la nouvelle tendance. Tous les lundis, jeudis et samedis après-midi, des dizaines de joueurs amateurs de Go se rassemblent dans un Starbucks de Shanghai. Boire un café au porc tout en jouant à un jeu de stratégie. Ça vous tente? Fini le ticket de métro. À Shanghai, on paye avec la main. 2 stations testent en ce moment le paiement via les veines de la paume de la main. Bientôt, il ne sera plus nécessaire de sortir sa carte. Qui utilise encore une carte? Ou son téléphone? Le futur est là. Connaissez-vous cette aventure, la croisière jaune? Cette croisière datant de 1931 est l'un des raids automobiles organisés par André Citroën, qui relie Beyrouth à Pékin. Dans le cadre de l'année franco-chinoise du tourisme culturel, l'entreprise DPCA, Dongfeng Peugeot Citroën Automobile, va lancer une nouvelle course en avril. Le 13 mars, je suis allé à Pékin en tant que maître de cérémonie pour la conférence de presse de ce nouveau projet intitulé « De la cité interdite au château de Versailles, un voyage rendant hommage à la croisière jaune ». En tout cas, ce sera une belle course à suivre. Manger dans un bunker, ça vous dit? Ce restaurant de Chongqing vous propose de déguster un hot pot dans un abri anti-menace aérienne désaffecté. Ça, c'est original. Et en plus, ils ont des robots pour assurer le service. Ambiance futuriste garantie. Claustrophobe, s'abstenir. Des drones pour installer des panneaux solaires. Décidément, l'usage de ces machines n'a pas de limite. On dit qu'un de ces drones peut transporter 360 panneaux solaires par jour. Et quand une quarantaine de drones travaillent en rotation, cela fait... Bon, je ne suis pas très fort en maths, mais cela représente beaucoup de panneaux solaires pour travailler la transition énergétique. En effet, le Gansu est réputé pour sa longue exposition au soleil. Vous connaissez le désert de Gobi? C'est dans le Gansu, ce qui rend la région idéale pour implanter des stations solaires. Vous imaginez la même chose dans les paysages de Provence? Pour terminer, un peu de culture. Le 20 mars, je suis venu à Nankin pour assister à l'exposition sur Le Petit Prince. Avec l'histoire du livre comme ligne principale, l'exposition offre une très belle expérience immersive, interactive et créative. C'est une magnifique installation en hommage à cet ouvrage internationalement reconnu. J'ai rencontré Madame Huang Hong, professeure à l'Université de Nankin, spécialiste de la littérature française et traductrice du livre. On l'écoute. Bienvenue dans l'univers du Petit Prince.
Je suis Huang Hong, la traductrice de ce livre, et j'ai écrit aussi la préface de cette exposition. On a créé cette exposition dans le cadre du 60e anniversaire de rétablissement diplomatique entre la Chine et la France. C'est une très belle exposition. On a reconstitué quasiment toutes les scènes. On a voulu montrer le livre d'une façon très vive. On peut entrer dans les livres et on visite toutes les scènes. Personnellement, je suis très impressionnée par la reconstitution du Jardin des Roses et aussi le champ de blé. On a rencontré beaucoup de succès. Chaque jour, on a beaucoup de visiteurs. Cette exposition à Nankin va durer jusqu'au 12 mai. Et après, elle va aller à Suzhou et aussi dans la ville de Yancheng. Comme c'était la journée internationale de la langue française, le soir même, j'étais invité à lire des extraits du Petit Prince avec plus de 100 francophones dans un cadre idyllique. Elle est pas belle, la langue française? Voilà, ce sont les actus de ce mois-ci. On passe à la rubrique suivante. Dans l'émission précédente, je vous ai souhaité une excellente année du dragon en vous disant Wan Shi Xinglong, chose promise, chose due. Je vous explique tout de suite ce jeu de mots. Wan Shi signifie toutes les choses. Xinglong signifie prospère et florissant. L'expression originale est Wan Shi Xinglong, qui est utilisée pour exprimer des vœux de prospérité et de succès. Comme long et long sont homophoniques. L'expression Wan Shi Xinglong devient virale et conserve l'idée de souhaiter la prospérité. Mais avec le caractère dragon, long, c'est quand même plus puissant, non? Mars, c'est le mois de la francophonie. On va parler de la langue française. D'ailleurs, comment dit-on le français en chinois? Fa, yu. Savez-vous ce que ça signifie? Yu, fa. Fa, yu et yu, fa, on dirait du verlan chinois, non? Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vais vous parler des mots qui ont les mêmes caractères, mais en fonction de leur place, le sens change. D'ailleurs, cela embrouille les apprenants de la langue chinoise. Allez, c'est parti. Fa yu, yu fa. Fa signifie procédé, loi, règle. Yu, langue, langage. Comme vous savez, la France se dit fa guo en chinois. Guo, pays. Le caractère fa peut également représenter la France. Donc, fa yu, pas difficile à comprendre, veut dire la langue française. Alors que yu fa, littéralement langue, loi, se réfère aux principes qui régissent la structure des phrases dans une langue donnée. En d'autres termes, c'est la grammaire. Tiens, comment on dit la grammaire de la langue française? Eh oui, c'est fa yu, yu fa. Fa guo, guo fa. On vient de voir fa guo, la France, pays de la loi. C'est classe, non? Alors, guo fa, c'est simple aussi. Cela signifie loi du pays ou législation nationale. Ce mot se réfère aux lois et aux règlements en vigueur dans un pays. C'est moins rigolo, j'avoue. Nai niu, niu nai. Nai signifie mamelle, lait. Niu, vous le connaissez, c'est le bœuf. Nai niu, c'est donc la vache laitière. Niu nai, c'est quoi alors? Puisque nai veut dire le lait, on rajoute le niu devant, c'est juste pour indiquer que le lait vient des vaches laitières. Pour être plus précis, niu nai, c'est le lait de vache. Dans le même esprit, on a encore par exemple feng mi, mi feng. Feng désigne la famille des insectes tels que frelons, abeilles, guêpes, etc. Mi veut dire miel. Donc, feng mi, c'est bien le miel des abeilles. Facile, non? Et mi feng, ça veut dire précisément les abeilles, celles qui produisent du miel. Jusque-là, est-ce que c'est clair? Allez, je vous donne l'astuce. Pour bien comprendre et ne pas confondre, la clé est de se focaliser sur le deuxième caractère, car le premier caractère a plutôt le rôle d'adjectif. On continue. Renming, mingren. Ming signifie nom de personne ou prénom. Ren signifie individu, être humain. Renming, c'est facile, ça veut dire le nom d'une personne. Tandis que mingren, cela signifie célébrité ou personnalité publique, puisque c'est une personne avec un grand nom. Nuer, nu. Nu signifie fille ou femme. Fils ou enfant. L'embrouille commence. Nuer, fille, enfant. Nuer se réfère spécifiquement à la fille d'une personne.
ici est ajouté pour indiquer un lien familial, bien qu'il soit utilisé de manière redondante. Tandis que nu prend le sens fils-fille. Donc, ce terme est plus général et se réfère aux enfants. Il est utilisé pour désigner à la fois les fils et les filles. Oui, je sais que c'est pas évident. Bref, nuer, la fille. Nu, les enfants. Pour terminer, un truc rigolo. Ma shang, shang ma. Ma, le cheval. Shang, dessus, haut. Shang ma, ce terme est précisément utilisé pour désigner l'action de monter sur un cheval. Ma shang peut vouloir dire sur le cheval. Mais dans la vie quotidienne, on l'emploie pour dire immédiatement ou tout de suite. La légende dit que lorsqu'on est sur le cheval, on arrive forcément très vite. Avec le temps, ce terme a pris le sens de tout de suite. C'est pas évident, n'est-ce pas? Comme vous dites, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est tout pour aujourd'hui. Petit devoir, essayez de deviner le sens de ces mots-là. Shuai ya et ya shua. Voilà, maintenant on retourne à Shanghai pour rencontrer notre invité mystère. Salut Gaëlle. Salut Lissong, ça va? Tu vas bien? Ouais. Bah, bienvenue chez moi. Merci. Tu veux t'asseoir? Ouais. Bonjour, je suis Gaëlle Deschelette. Je suis originaire de région parisienne en France, mais ça fait déjà 17 ans que j'habite à Shanghai. Je suis consultante en optimisation des process pour les entreprises et je suis aussi auteure et podcasteuse. Entre autres, je crée le contenu pour les actus de Chine du journal débridé. Bon Gaëlle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire avec la Chine ou avec la langue chinoise? En 98, je suis venue à Pékin pour un voyage culturel. J'ai adoré. Donc j'ai décidé en rentrant, comme j'étais encore au lycée, d'apprendre le chinois par le CNED, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et comme j'ai vraiment beaucoup aimé à la fois la culture et l'histoire, j'ai décidé de continuer d'étudier le chinois à l'université. Et puis quand j'ai eu fini mon master, j'ai obtenu une bourse du gouvernement chinois pour venir étudier en Chine. Et j'ai choisi Shanghai, parce que je ne connaissais pas trop. Un bon compromis entre Pékin, que je trouvais trop froid l'hiver, et Canton trop chaud l'été. Et après mes études à Shanghai, j'ai trouvé un travail dans l'université dans laquelle j'étais. Et puis après, j'ai travaillé 14 ans dans une entreprise, un manufacturier qui fait des grues de construction. Et depuis peu, je suis freelance. Après ton premier voyage, tu t'es intéressé tout de suite à la langue chinoise. Et qu'est-ce qui t'a intéressé le plus? Alors moi, j'étais fan d'égyptologie à la base. Donc plutôt sur les cultures anciennes avec des écritures bizarres déjà. Ça, c'était le point de départ. Et en fait, la préparation de ce voyage en 98, c'était que toutes les semaines, on avait des petits cours pour apprendre à parler, apprendre un peu sur l'histoire et la culture. Donc déjà, j'étais assez accrochée. Je me souviens d'un jour où j'étais au Temple du Ciel à Tiantan, toute seule, en train de me balader, de voir les gens qui dansaient dans le parc. Et je me suis sentie super bien. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai envie d'être là. Je suis en Chine et je profite tous les jours en fait de la richesse de la culture, des rencontres avec les gens. Et c'est vraiment ça qui m'a motivée en fait à continuer mes études, à revenir en Chine régulièrement. Il paraît que tu as écrit des romans et tu fais un podcast avec ton fils. Oui, donc j'ai toujours beaucoup écrit et j'avais besoin de transmettre. Donc j'ai eu des blogs, j'ai fait énormément de choses. J'ai écrit pour le Petit Journal, le Milou. Et puis voilà, la fiction, ça a toujours été très important pour moi. Et j'ai été aidée, accompagnée pour faire un premier roman. Et pour le deuxième, j'ai choisi d'écrire sur la Chine. Donc ça s'appelle Nuit blanche à Jianshui, qui part vraiment d'un tout petit truc qui m'est arrivé à Jianshui. Et j'en ai fait un truc, un grand roman complètement dans la fiction. Et puis pour le troisième, je me suis aussi basée sur mon expérience, mais pas que la mienne, d'une jeune femme qui arrive à Shanghai et qu'est-ce que ça peut donner comme péripétie. Donc le deuxième roman sur la Chine qui s'appelle Les sirènes du métro, et ils sont disponibles sur Amazon. Donc ça, c'est le côté création que j'aime beaucoup. Et puis comme je voulais parler de création littéraire, j'ai acheté un micro pour créer un podcast en fait qui s'appelle Passage des histoires. Donc c'est vraiment pour parler de la création littéraire. Et puis j'ai eu le micro, on a voulu le tester, et puis on s'est enregistré avec mon fils. Et ça a donné Comme chez vous en Chine, disponible sur les plateformes de podcast habituelles. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme chez nous en Chine.
On parle vraiment de notre vie de tous les jours, des choses qui nous intéressent, qui nous interpellent. Donc mon fils, il a 11 ans, du coup, il a l'expérience de la Chine qui est différente. Déjà, il est né ici, il est bilingue, et puis bon, bah, il va à l'école, c'est des choses que moi, j'ai pas connues. Du coup, on échange sur ces choses-là. Après tant d'années d'expérience en Chine, est-ce que tu peux nous parler ce qui nous rapproche ou ce qui nous différencie? Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à ça, mais les Chinois sont super bons pour faire les choses d'abord et réguler ensuite. Alors que les Français, c'est plutôt l'inverse. Ils vont planifier beaucoup et ils vont avancer. Donc il y a vraiment un décalage quand tu travailles sur des projets. Et ça peut être compliqué en fait à gérer. C'est-à-dire que les Chinois vont se lancer et puis bah, il va arriver ce qui va arriver, ça va marcher ou pas. Il y aura peut-être besoin de beaucoup ramer pour ensuite réparer les erreurs qui ont pu être faites au début. Alors qu'en France, on va mettre du temps à démarrer. Et ça peut énerver aussi les Chinois. Donc là-dessus, sur la planification, on est vraiment différents. Quel est le secret de travailler avec les Chinois? Du fait d'être étrangère en Chine, je me suis beaucoup plus remise en question et j'ai essayé d'apprendre. Et je pense que c'est ça la clé, essayer de comprendre. Parce que je fais encore des erreurs, il y a des choses que j'intègre pas et j'oublie toujours que voilà, un non peut dire oui parfois. Enfin, il faut toujours se remettre à jour, mais la curiosité est vraiment avoir envie de comprendre plutôt que d'essayer d'appliquer des méthodes bêtement sur tout le monde. Bon, bah, je te propose de continuer notre discussion un peu plus loin. C'est un nouveau quartier dans lequel je viens d'emménager, mais je connais une rue super sympa. Ok. Ok. Tu connais? Bah, Lao Wai-Tie, je suis venu déjà il y a longtemps, quoi. Il y a au moins 10-15 ans, quoi. Moi, je connais ça depuis 17 ans. Et en fait, la première fois que j'ai entendu le nom, Lao Wai, comme tu sais, ça veut dire étranger. Ouais. Je dis une rue des étrangers, c'est quand même... c'est bizarre, quoi. Ah oui, mais en fait, c'est un endroit où il y a plein de restaurants, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a plein de restaurants occidentaux et à l'époque, il y avait beaucoup d'étrangers qui habitaient ce quartier. Donc là, comme je viens d'emménager, j'avoue, je redécouvre la rue et il y a plein d'endroits super sympas. Une petite question pour terminer. Mhm. Est-ce que tu as vécu un moment insolite ou un truc drôle à nous partager, quoi? J'en ai vécu plein, j'en ai déjà mis plein dans mes livres, mais il y a un truc dont je me souviens, c'était au tout début à Shanghai. J'ai entendu une expression que je n'avais pas comprise. Je sais pas, enfin, tu connais forcément Faro là. Enfin, voilà, ouais, c'est fâché. C'est fâché, mais sauf que moi, quand on me l'a dit, j'ai pas compris parce que j'étais dans une rue marchande et il y a des gens qui essayaient de me vendre des trucs et je voulais pas parler. Et au bout d'un moment, je leur ai dit quelque chose, genre laissez-moi tranquille. Ouais. Et il y a un des vendeurs qui m'a regardé et qui m'a dit oh, la ouais, Faro. J'ai pas compris pourquoi il me disait ça. Ouais. Jeter du feu, qu'est-ce que ça veut Envoyer dire? du feu, ouais. Envoyer du feu. Et puis du coup, j'en ai parlé à mes collègues qui m'ont dit oui, ils disaient que tu étais énervée. Ouais. Et c'est vrai que je m'énervais assez souvent en Chine au début. Et maintenant, j'essaie de calmer le feu qui est en moi. D'accord. Bon, Gaël, merci pour le temps que tu nous as accordé. C'était super sympa. Et merci encore pour le travail que tu fais pour le journal des BD. Franchement, c'est un plaisir. Bon, on se dit à bientôt, là. À bientôt. Allez, ciao. Ciao. Voilà, ainsi s'achève notre émission sur la muraille de Nankin. J'espère que cette émission vous a bien plu. Je vous retrouve en mai pour une nouvelle émission du Journal des BD. Allez, à très vite.